bienvenue à notre rendez-vous comme prévu. J'espère que vous allez tous bien là où vous êtes. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, nous allons rapidement parler sur un grand thème que nous avons déjà annoncé, le cancer du col de l'utérus. J'espère bien, j'ai invité des hommes et des femmes. Les hommes peuvent être étonnés en parlant des cancers du col et pourquoi ils se posent des questions, pourquoi ils sont intéressés à ce sujet. Vous allez les découvrir très bientôt. À ce qui concerne les cancers du col, j'aimerais que tout le monde soit au courant de ces fléaux qui théorisent le monde. Peut-être les gens ne font pas attention sur ça, mais cette maladie crée une morbidité et puis une mortalité énorme chez les femmes. Nous allons un peu survoler sur ces thèmes, sur les cancers du col, sur cette maladie, que personne n'est à l'abri à cette maladie qui est le cancer du col. Nous allons prendre juste des grandes lignes, nous allons parler sur la définition, sur les causes, les facteurs favorisants. Nous allons parler sur la prévention et le traitement du cancer du col. Nous allons parler sur la transmission et puis sur les signes des cancers du col. J'aimerais que cette maladie soit vraiment comprise par tout le monde. À ce qui concerne la définition du cancer du col, nous savons un cancer c'est d'abord une prolifération des cellules anormales sur un tissu, sur un organe. Quand il y a des cellules, parce que dans un organe, il y a des cellules qui se multiplient et puis il y a des cellules qui se multiplient deux fois. Il y a des cellules qui s'éliminent et puis il y a des cellules qui se multiplient. C'est-à-dire il y a une transformation des cellules à chaque instant. Il y a des cellules mortes qui partent. Il y a des nouvelles cellules qui se développent. Mais en cas de cancer, on voit un phénomène qui est contraire. On a vraiment une prolifération des cellules qui sont anormales. C'est-à-dire il y a une multiplication des cellules anormales dans un endroit précis. Et puis quand il y a beaucoup de multiplication de ces cellules, on aura une augmentation de volume au niveau de cette partie. D'où nous avons une augmentation de volume de la partie qui est concernée ou la partie qui est infectée par les cancers, qui est atteinte par les cancers. Le cancer du col, par définition, c'est un cancer au niveau de la partie inférieure de l'utérus. La partie inférieure de l'utérus qui est le col que toutes les femmes ont. Nous savons que l'utérus, dans l'utérus, nous avons le corps de l'utérus, communément on appelle matrice. Les gens parlent de matrice, c'est-à-dire là où, à l'intérieur où l'enfant réside, quand il y a une fécondation, non, le développement de l'enfant, c'est dans le corps de l'utérus. La partie est en bas du corps de l'utérus, c'est ce qu'on appelle le col. Et puis il y a le vagin qui est après. Ces sujets, je suis obligée de vous parler de cela. Ce n'est pas un sujet tabou. Vous allez entendre des mots que vous pouvez peut-être dire un mot tabou, mais nous parlons de ce qui est de la santé. Tout le monde doit connaître sa maladie. Tout le monde doit connaître son corps. Donc, le col, c'est la partie où c'est la partie inférieure de l'utérus. C'est entre le corps de l'utérus. Le corps de l'utérus, c'est ce que les gens disent matrice, c'est-à-dire là où se développe l'enfant, le bébé. Et puis, entre la matrice et le vagin de la femme, nous avons cette petite partie, cette partie inférieure qu'on appelle le col. C'est là où se développent les cancers que nous allons parler aujourd'hui. Nous passons à ce qui intéresse l'agent causal, le germe qui est à la base ou qui sont la base d'un cancer du col. C'est ces germes qu'on appelle les HPV. Je crois que vous avez déjà entendu ça, surtout à l'hôpital, mais vous ne connaissez pas ce que c'est les HPV. Il y a le médecin qui vous dira que non, vous allez prendre les HPV vaccins, tout ça. Les HPV, ça c'est en français, c'est le papillomavirus humain. C'est ce qu'on appelle HPV, papillomavirus humain. En anglais, on parle de HPV, Human Papillomavirus. Ces virus sont très nombreux. Nous avons beaucoup de souches
de ces virus. Ils sont au nombre de plus de 200. Ce sont des virus qu'on peut retrouver chez tout le monde. C'est un virus humain. On ne le retrouve pas chez les animaux, mais on le retrouve chez les humains. Vous allez être étonnés. Parmi ces plus de 200 virus qui comptent dans ces souches, il y a peu qui sont cancérigènes et il y a un grand nombre qui ne sont pas cancérigènes. C'est-à-dire quoi? Parmi les plus de 200 virus que nous avons, ce ne sont pas tous ces virus qui causent les cancers. Il y a seulement une petite proportion, à peu près 30% de ces virus causent le cancer du col. Sachant que tout le monde, à l'exception de personnes, est en contact de ces virus, y compris les hommes et les femmes. Raison pour laquelle j'avais insisté à mon annonce que dans ces sujets, nous aurons besoin même des hommes qui seront intéressés parce que les HPV, les virus, les papillomavirus, les HPV sont retrouvés chez les hommes et chez les femmes. Ce qui fait que la transmission, la femme peut transmettre ces virus à l'homme peut transmettre ces virus à la femme. Ce n'est que 30% de ces virus qui sont à la base des cancers. Nous passons maintenant à ce que nous appelons les causes du cancer. Sachez-le bien que ce virus de HPV, j'insiste, sont retrouvés chez la majorité de la population. Peut-être sur 10% ou sur 10 personnes, nous pouvons retrouver tous les virus chez 9 personnes. C'est-à-dire tout le monde est à la portée de ces virus. Il faut faire très attention. Alors, 90% de la population ont ce virus. J'ai dit bien 90% de la population ont ce virus. Alors, comment s'évolue le virus? Ce virus-là, tu peux en avoir. Mais avec le temps, au fil du temps, si tu as une très bonne immunité, ces virus s'éliminent de soi-même. C'est-à-dire le corps peut éliminer ces virus sans pour autant qu'ils créent, qu'ils vous causent du tort dans votre corps. Il peut s'éliminer parfaitement parce que vous avez une très bonne immunité. J'insiste. Tout le monde, la majorité des gens, 90% des gens ont attrapé ces virus. Mais au fil du temps, si vous avez une très bonne immunité, que ce soit l'homme ou la femme, vous pouvez éliminer ces virus sans pour autant qu'ils vous causent des graves problèmes qui est le cancer. Je crois que sur ce point, nous nous sommes bien entendus. Les HPV, vous allez demander, mais pourquoi les hommes sont concernés? Et pourquoi les hommes ne font pas les cancers du col? Bien sûr que oui. Les hommes ne font pas les cancers du col, mais sache que ces HPV peuvent causer d'autres types de cancers. Même chez la femme, ça peut causer le cancer du vagin. À part les cancers du col, ça peut causer le cancer du vagin. Ça peut causer le cancer de la vulve. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. La vulve, ça peut causer le cancer de la sphère oreille. Quand je parle de la sphère oreille, je vois l'oreille, la gorge, le larynx. Donc, apparemment, on a l'oreille, ça peut oreille, c'est-à-dire on a l'oreille, la gorge et le larynx. Ça peut causer le cancer de ces parties. D'où l'homme peut faire un cancer de la gorge à partir de l'HPV. Ça peut causer aussi le cancer de l'anus chez l'homme tout comme chez la femme. Donc, personne n'est épargné à ces virus. Je crois que sur ces points, nous sommes vraiment très d'accord sur ça. Alors, les facteurs qui sont favorisants pour avoir ces virus. Quand est-ce que les facteurs favorisants pour avoir cette maladie, le cancer qui est le cancer, on a quand il y a une déficience de l'immunité.
quand vous avez une déficience de l'immunité, ça c'est un facteur très favorisant parce que votre corps ne sait plus se défendre. Alors il y a une porte ouverte à toutes les infections possibles. Le virus, peu importe quel genre de virus c'est, ça peut vous attaquer. Dans l'immunodéficience, je crois que j'avais expliqué ça au courant de notre thème sur la grippe. Qu'est-ce qu'on appelle immunodéficience? Quand on parle de l'immunodéficience, il y a l'immunité qui est déficitaire. C'est par exemple chez les gens qui sont des séropositifs. Ces gens, ils sont tellement exposés à plusieurs infections, d'où les HPV, qui est le virus papilloma qui cause les cancers, ça peut surgir, ça peut les attaquer et peuvent causer de graves lésions. Nous avons parmi les immunodéficients, on a aussi des gens qui ont des greffes. Je crois que quand je parle des greffes, c'est-à-dire, je peux dire peut-être il y a les surplantations, je ne sais pas comment expliquer ça en termes courants, je ne vais pas vraiment trop utiliser les termes techniques. Les gens peut-être qu'on fait des greffes de cœur par exemple. Quelqu'un qu'on remplace un organe par un autre, on remplace un nouveau organe, c'est-à-dire si votre cœur est déficient, on peut enlever ça et puis mettre un autre cœur. C'est ce qu'on appelle les greffes. Il y a même des greffes rénales. La personne dont son rein ne fonctionne plus, on a besoin d'un autre rein, on doit mettre un autre rein sur cette personne. C'est ce qu'on appelle des greffes. Ces personnes ont des immunités qui sont vraiment déficitaires, ils sont exposés à ces virus de l'HPV. Des gens qui prennent des médicaments qu'on appelle des immunodépresseurs. Je vais citer quelques immunodépresseurs. Je ne vais pas citer des noms de médicaments ici. Pourquoi? Parce que je ne fais pas la publicité des médicaments ici. Les immunodépresseurs, ce sont des médicaments qui soignent. C'est vrai, ça soigne, mais ça diminue aussi en même temps votre immunité. Surtout, je prends l'exemple des corticoïdes. Les corticoïdes, ce sont des immunodépresseurs aussi. Il faut faire attention avec ça. Ces gens qui prennent trop longtemps des immunodépresseurs, ils sont exposés à ce virus de l'HPV. On a des personnes avec plusieurs rapports sexuels et puis avec beaucoup de partenaires. Des personnes multipartenaires. Ils sont avec beaucoup de partenaires. Ces gens aussi sont exposés à ces maladies. On passe sur la transmission de la maladie. La plus grande transmission de la maladie, c'est par voie sexuelle. Quand je parle de la voie sexuelle, je vois le rapport sexuel entre l'homme et la femme, ou soit les rapports sexuels avec le même sexe, parce qu'on doit se le dire. Quand je dis transmission sexuelle, c'est-à-dire il y a des rapports sexuels des couples homosexuels ou des couples hétérosexuels. Cette transmission est la plus grande transmission pour l'HPV, pour le Human Papilloma Virus, c'est-à-dire le virus qui causait les cancers. Et puis, à part les rapports sexuels, les rapports ne peuvent pas être seulement un rapport qui est un rapport de pénétration des organes génitaux, mais ça peut être des contacts rapprochés, des contacts intimes rapprochés. C'est-à-dire, vous vous rapprochez intimement par vos organes se rapprochent sans pour autant qu'il y ait une pénétration. Ça peut vous transmettre la maladie. Je suis très sérieuse sur ce point. J'ai dit, la grande majorité de la transmission de ces virus, c'est par voie sexuelle. C'est comme si, c'est une virus, c'est comme si ça se comporte comme les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Mais ce n'est pas seulement une maladie sexuellement transmissible. Ça peut aussi se transmettre par des contacts rapprochés. C'est-à-dire, vous vous rapprochez intimement. Si l'autre a des lésions, si l'autre a le virus, vous pouvez en avoir. Parce qu'il y a aussi des rapports sexuels que nous connaissons qui ne sont pas normaux, c'est-à-dire qu'ils utilisent d'autres voies sexuelles, d'autres voies pour faire des plaisirs. Ça peut transmettre le virus. Alors, faites attention. Je vais vraiment vous décevoir sur ces sujets. Nous savons que le préservatif dans ces cas ne protège pas contre ces virus.
Je suis désolée de vous informer ça. Pour d'autres MST, d'autres maladies sexuellement transmissibles, comme les gonocoques, la gonococcie, qu'on appelle couramment la syphilis, vous pouvez vous protéger contre cette maladie en utilisant des préservatifs. Mais pour les cas des papillomavirus, qui est la cause principale des cancers, cette maladie, pour cette maladie, les préservatifs ne rassureront en aucun cas. Cela a été prouvé et démontré. Donc, vous devez faire trop attention. Mais le malheur, c'est quoi? On peut être porteur du virus des papillomas, mais on ne fait pas la maladie tout de suite. Ce virus est attrapé pendant le premier contact sexuel de votre vie. C'est-à-dire votre premier contact sexuel. Quand vous grandissez, vous avez le premier contact sexuel que vous avez, ça peut vous transmettre cette maladie. Et puis cette maladie reste latente. C'est-à-dire ça ne vous fait absolument rien. C'est-à-dire ça ne se manifeste pas. Ça peut être latente, ça peut être non manifestante pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire à partir de 10 ans jusqu'à 15 ans, vous ne manifestez aucun symptôme, aucun signe de ces maladies. Mais vous avez le virus avec vous. Comprenez là où nous sommes. C'est-à-dire que le premier rapport que vous avez fait, ne pense pas que si vous attrapez le virus aujourd'hui, vous aurez des manifestations dans l'immédiat. Non. Ça va attendre peut-être 10 à 15 ans pour que les manifestations se révèlent. De par là, nous passons directement aux signes précurseurs des cancers du col. À l'examen physique, si vous partez chez le médecin, on n'a pas vraiment une grande chose, on ne découvre pas une grande chose cliniquement. Mais on peut avoir des saignements, des hémorragies anormales pendant les rapports sexuels ou après les rapports sexuels. La femme constate qu'après les rapports sexuels, il saigne. Donc c'est un signe aussi alarmant, c'est vraiment un signe alarmant qui doit vous conduire à l'hôpital voir votre médecin généraliste ou votre gynécologue ou la sage-femme, un professionnel de santé. Quand vous avez des saignements anormaux après un rapport sexuel, sachez-le bien que c'est un signe alarmant qu'il faut craindre. Des fois, on a des douleurs des douleurs de bas-ventre, mais ce n'est pas vraiment fréquent. Comme je l'ai dit, ce virus a une évolution à bas bruit. C'est-à-dire, tu peux en avoir, tu peux développer cela, mais sans pour autant que ça vous montre le signe que vous avez la maladie. Dès que c'est là, quand vous avez ceci là, c'est-à-dire que c'est déjà un peu évolué. D'où chacun de nous doit comprendre le danger de cette maladie pour hommes comme pour femmes. Nous allons maintenant parler sur la prévention. Cette maladie peut être prévenue. Oui, c'est un virus. Nous savons que le virus n'a pas de traitement, n'a pas un traitement connu comme des bactéries. On ne donne pas des antibiotiques en cas d'un virus. Je crois que j'avais déjà parlé. Dans la prévention, nous avons premièrement le vaccin. Chers messieurs, chères dames, chères mamans, chers papas, je crois que cette maladie ne doit pas être comme un sujet tabou dans la famille. Nous avons nos jeunes filles à la maison, nous avons nos jeunes garçons. Le vaccin est préconisé chez tout le monde, chez les garçons comme chez les filles, à partir de l'âge de 11 ans. On s'est dit, à partir de l'âge de 11, c'est-à-dire avant que vos filles ou vos garçons ne commencent leur vie sexuelle. Déjà à l'âge de 11 ans, ils peuvent avoir ces vaccins pour que ça les protège contre cette contamination. Au cas où vous ne le donnez pas, à l'âge de 11 ans, de 11 à 13 ans, vous pouvez faire un rattrapage à l'âge de 14 ans à 19 ans. Mais si vous dépassez cet âge-là, ça devient un peu plus difficile, mais vous pouvez aussi continuer à lui donner ça. Mais l'âge qui est recommandé par l'OMS, c'est entre 11 à 13 ans. Parce qu'on s'est dit, à cet âge-là, l'enfant a commencé déjà
à exprimer ses caractères sexuels secondaires. Il a déjà envie, ils ont des envies, ils ont des développements déjà, des développements de corps. C'est-à-dire, à ces âges-là, c'est un peu de la puberté. Donc, ils doivent, on suppose qu'avant qu'ils commencent leur vie sexuelle, déjà à l'âge de 11 ans, vous devez déjà prévenir la maladie. C'est très important. Parents, nous devons être très sérieux sur cette base, sur cette maladie. En tout cas, l'éducation, quand on dit l'éducation sexuelle, c'est vraiment très important. Surtout à ces âges-là, vous devez déjà faire comprendre vos filles et vos garçons. Ils sont obligés de prendre le vaccin contre les HPV pour éviter des cancers du col. Et chez l'homme, pour éviter d'autres types de cancers et puis d'autres types de lésions. Je m'en vais sur la vaccination. J'insiste toujours. La vaccination est obligatoire. Tu as un enfant de 11 ans, de 11 à 13 ans, tu dois déjà le prévenir en lui donnant son vaccin, que ce soit un garçon ou une fille. Deuxième prévention, nous avons les dépistages. Le dépistage se fait déjà à partir de l'âge de 25 ans. On ne peut pas le faire avant 25 ans parce qu'on s'est dit qu'avant 25 ans, vous pouvez faire le dépistage, mais vous trouvez aussi des lésions qui sont des lésions précancéreuses. Mais cela ne veut pas dire que si vous trouvez des lésions précancéreuses chez une femme, chez une fille moins de 25 ans, que nécessairement ces lésions doivent évoluer vers un cancer. Non. On peut trouver des lésions précancéreuses chez une fille de moins de 25 ans, mais par rapport à son immunité, ça peut évoluer très bien. Ça peut se disparaître. Mais quand vous précipitez à faire une frotture, à faire un dépistage, parce que le dépistage se fait par un frottis cervical. Le frottis cervical, on fait un prélèvement au niveau du col et puis on va amener ça au niveau des labos pour voir si on a des lésions précancéreuses. J'ai dit bien, à partir de l'âge de 25 ans, on a préconisé de faire, donc de 25 à 65 ans, on a préconisé de faire le frottis cervical. On a évité de faire le frottis cervical avant l'âge de 25 ans, de peur que quand le professionnel de santé vont constater qu'il y a des lésions précancéreuses, ils seront précipités à traiter la maladie. Or, à cet âge-là, déjà, commencer à attaquer la maladie, c'est-à-dire commencer à bombarder le col, ce n'est pas vraiment trop intéressant, ce n'est pas aussi trop protectrice pour votre fille. Ça peut lui causer aussi beaucoup d'histoires dans l'avenir. Vous pouvez laisser ça et puis vous pouvez laisser ces lésions et puis ces lésions peuvent évoluer normalement. D'où on a préconisé de faire le frottis cervical à partir de l'âge de 25 ans jusqu'à 65 ans. Même après 65 ans aussi, vous pouvez aussi, après 65 ans, si les frottis sont normaux, on peut aussi continuer à faire un suivi chez les gynécologues, même après 65 ans. Ils ne sont pas aussi épargnés. Mais dans le frottis cervical, on va faire 2 prélèvements. Les 2 premiers prélèvements à l'espace de 6 mois. Si ces 2 prélèvements sont normaux, on va maintenant donner des rendez-vous après chaque 3 ans pour faire des prélèvements. Vraiment, des frottis cervicaux doivent être réguliers pour vous assurer que vous n'avez pas des lésions précancéreuses et des cancers. J'ai dit bien, quand le médecin ou le professionnel vous dit que vous avez des lésions précancéreuses, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que cela peut être soigné localement et puis ça peut évoluer très bien. Mais des lésions précancéreuses qui perdurent peut-être et puis ça peut évoluer vers un cancer du col. D'où il faut faire des frottis cervicales pour déjà commencer à prévenir les cancers. Parce que si vous ne faites pas des frottis cervicaux et que vous avez des lésions précancéreuses, ça peut rester là, évoluer et puis tout d'un coup, un jour vous allez à l'hôpital, c'est déjà trop tard, vous avez déjà un cancer. Là, ça devient encore autre chose. Par contre, si on découvre que vous avez des lésions précancéreuses, le traitement aussi est différent quand vous avez un cancer. Vous savez que le traitement d'un cancer, c'est un traitement très lourd. Très, très lourd pour une personne.
ce n'est pas toujours facile. D'où il faut faire des frottis cervicaux pour être sûr qu'on peut traiter ça facilement. Il y a aussi un autre test. Avant d'aller dans un autre test, comme j'ai dit, les frottis cervicaux doivent vraiment être obligatoires. Il faut le faire, les 2 premiers frottis, il faut le faire à l'âge de 25 ans, à l'espace de 6 mois. Si ces 2 frottis sont normaux, et puis on peut passer aux autres frottis suivants. Après chaque 3 ans, vous donnez des rendez-vous à la personne pour venir faire des frottis cervicaux. Jusqu'à l'âge de 65 ans ou même plus, la femme doit continuer à un suivi gynécologique. La troisième prévention, on parle des tests HPV. Les tests HPV, ça sert à détecter le virus. Ça sert à détecter le virus. Ce test est plus fiable, mais on ne le fait pas à l'âge de 25 ans, on le fait au-delà de 30 ans. Vous pouvez déjà faire des tests de HPV où on peut découvrir la présence de virus dans le prélèvement. Mais quand il y a la présence de HPV, cela montre que vous êtes exposé à un grand risque de faire un cancer. Dans ces cas, il faut vraiment un suivi régulier chez vous. C'est-à-dire, quand vous avez la présence de HPV, cela ne veut pas dire que vous avez le cancer dans les médias. Ça montre que vous avez un grand risque de cancer. Ça, je me suis bien compris. Je vais un peu voir le temps. Je me suis bien compris. Mais, au cas où le HPV est négatif, vous n'avez pas de HPV dans le prélèvement, c'est-à-dire que c'est déjà un très bon résultat. Mais cela n'exclut pas le contrôle. On peut vous donner un rendez-vous après 3 ans pour un autre suivi. Je crois que je me suis fait comprise. Dans le cas des frottis, quand vous avez un frottis des frottis cervicales qui n'est pas normal, le personnel soignant va vous soumettre à un examen qu'on appelle coloscopie. C'est-à-dire on va visualiser votre col pour voir si votre col a des modifications. Et si on trouve des modifications, on doit faire des prélèvements et puis envoyer ça à la anatomopathologie. Donc, je crois que pour les cancers du col, à ce qui concerne la prévention, vous avez déjà compris. Ça, c'est la prévention. Pour les traitements curatifs, là, c'est un traitement très lourd. Très lourd, vous avez des chimiothérapies, des radiothérapies. Donc, c'est tout un tas de schémas curatifs. Et puis, cela dépend des stades à laquelle le cancer est. Sachez-le bien que même si vous êtes vacciné contre les HPV, cela n'exclut pas de faire des frottis vaginaux régulièrement. Vous pouvez être vacciné contre les HPV, mais cela n'exclut pas. Vous devez toujours continuer à faire votre contrôle des frottis cervicaux. C'est très important. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre thème. Comme je l'avais dit, il y avait des gens qui ont envoyé leurs questions. Je dois quand même répondre. Nous avons au moins 5 questions que je dois lire ici. La première question, on me pose la question si à partir des prélèvements sanguins, on peut faire la détection des HPV, des papillomavirus. Je suis désolée, non, ce n'est pas à partir du sang qu'on doit détecter les HPV. Comme je l'ai dit, c'est toujours à partir de tests à l'HPV, soit on fait les frottis cervicales pour détecter les lésions qui sont précancéreuses et puis faire un test HPV. Pour les sangs ne détecte pas les HPV. La deuxième question, c'est la dame me pose la question qu'elle a subi une hystérectomie subtotale. Quand je dis hystérectomie subtotale, c'est-à-dire on a fait l'ablation, on a enlevé l'utérus, mais pas en totalité. Ils ont enlevé seulement les corps de l'utérus, comme je l'avais expliqué, les corps de l'utérus, mais ils ont laissé seulement les cols. Ils ont laissé les cols, c'est-à-dire on n'a pas enlevé l'utérus en totalité. On a enlevé seulement les corps, on a laissé les cols. Elle me pose la question de savoir si elle peut continuer à faire les frottis cervicaux. Oui, madame, l'hystérectomie, ce n'était pas une hystérectomie totale. On n'a pas enlevé tout l'utérus. On a enlevé seulement les corps, maintenant laissé les cols. C'est-à-dire, le fait qu'on a laissé les corps, il faut maintenant savoir
la raison à laquelle le médecin ou les chirurgiens ou les gynécologues a fait cette hystérectomie subtotale. Si c'est une raison pour une myomectomie, c'est-à-dire pour enlever les myomes, là, vous pouvez stopper les frottis cervicaux. Si c'est une raison pour le myome, c'est parce que vous avez eu des myomes qu'on a fait une hystérectomie subtotale. Là, c'est bon. Vous pouvez laisser. Je m'excuse. Vous pouvez laisser. Vous pouvez stopper avec les frottis cervicaux. Mais si cette intervention chirurgicale était faite pour raison de col, où on avait constaté des lésions précancéreuses du col, là, vous devez continuer à faire des frottis cervicaux pour un bon suivi. Troisième question, je crois que ça c'est un homme qui m'a posé la question. Un homme qui m'a posé la question, ou une femme, je ne sais pas. Il me pose la question de savoir si elle arrête de faire les rapports sexuels, est-ce qu'elle est obligée de continuer de faire des frottis parce qu'on a dit que le rapport sexuel, le virus est transmis par voie sexuelle. Alors, il a pris la décision d'arrêter les rapports sexuels pour ne pas continuer avec les frottis cervicaux. J'ai dit non, même, je suis très déçue. I'm so disappointed to tell you that because quand je parle des transmissions, ces transmissions, ce sont de premiers rapports sexuels que vous avez eu quand vous étiez jeune. C'est-à-dire après 20 ans. C'est-à-dire, vous ne savez même pas avec qui vous avez couché, avec quel partenaire. C'est-à-dire, c'est le premier rapport sexuel. Ce n'est pas votre partenaire actuel, non. Parce que nous avons des vies sexuelles antérieures que chacun de nous connaît. Bien qu'on on ne dit pas toujours ça la vérité, c'est en son partenaire. Donc, vous avez parcouru de partenaire à partenaire. C'est-à-dire, le partenaire actuel n'est pas responsable de votre maladie. Donc, vous avez été transmise, vous avez été infecté déjà pendant votre premier rapport. Donc, si vous arrêtez les rapports sexuels, cela ne veut absolument rien dire. Vous devez continuer à faire les frottis cervicaux parce que l'actuel partenaire n'est pas responsable de la transmission. Et puis, on me pose la question sur le couple. On dit un couple qui est monogamique, est-ce qu'ils sont obligés de faire des dépistages? Est-ce que la femme est obligée de faire des dépistages par des frottis cervicaux? Oui, madame. Un couple monogamique ne veut pas dire que vous êtes protégé parce que chacun de vous, tout comme l'homme comme la femme, a eu une vie sexuelle antérieure. Donc, vous devez être toujours là pour faire des frottis cervicaux. Je crois que j'ai répondu presque à toutes les questions. Merci de nous avoir suivis sur ce thème qui était vraiment un thème très intéressant. Je crois que la prochaine occasion, si Dieu nous fasse grâce, si Dieu nous fait grâce, nous allons encore revenir chez vous pour un autre numéro. Mais cela n'exclut pas que parce qu'on a parlé de ça, vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions, vos préoccupations. Nous serons là pour vous répondre et puis pour vous satisfaire. Merci, bonne soirée chez vous, bye.